Confiscation de tout le matériel informatique saisi. Plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amendes, de dommages et intérêts et de frais de publication judiciaire. Hier, au tribunal de Coutances, c'était l'hallali de Renoir. Fait assez rare, c'est le procureur, donc l'accusateur public, qui, jugeant la peine excessive, a interjeté appel. Il est vrai qu'à l'audience, les avocats des parties civiles ont brossé de moi le portrait suivant. Un déclassé qui vivote. Un raté en mal de reconnaissance. Un orgueilleux pervers qui se mire dans ses vidéos et dont le seul public est lui-même. Sur cette dernière remarque, il est vrai qu'avec moins de 2500 abonnés, je ne risque pas de faire trembler la République. D'autant plus qu'un des avocats a souligné « J'ai été déçu par les vidéos de Renoir. Je m'attendais à une argumentation plus subtile, mais son argumentation ne tient pas une seconde. » Bref, je suis un déclassé qui ne représenterait que lui-même et dont le niveau intellectuel des vidéos ne vaudrait pas un pet de lapin. Une poussière, quoi. Mais alors, pourquoi mettre en branle la lourde machine judiciaire contre moi ? Pourquoi toutes ces plaintes, ces poursuites, ces procès? Et pourquoi cette lourde condamnation, si lourde qu'épouvantée, le procureur a immédiatement fait appel? Car enfin, ces agissements desservent ceux qui y recourent. Un lecteur du Figaro a écrit « Ce type de condamnation est totalement contre-productive. Elle nourrit ceux qui défendent les thèses négationnistes. Je suis persécuté et on me met en prison car je révélerai des informations secrètes. » Un autre ajoute « Et pour ses admirateurs, il va devenir encore plus un héros. » Le premier déclare « Un débat télévisé avec des historiens et des experts pourrait de manière définitive enterrer les thèses négationnistes. Cette solution me semble plus intelligente et plus conforme à l'état de droit, car enfermer une personne pour ses idées politiques ou historiques, ça me rappelle l'Union soviétique de Staline. » L'autre abonde en ces termes. Ce délit d'opinion que condamne la loi Guessot est très contestable. Il vaudrait mieux que ces idées, pour loufoques ou nauséabondes qu'elles soient, puissent être mises en pièces dans le cadre du débat, plutôt qu'alimenter les théories complotistes en fabriquant des martyrs. C'est le bon sens même. Mais alors, pourquoi les historiens ont-ils toujours refusé le débat face à face proposé par les révisionnistes? Parce que les révisionnistes ne respecteraient pas la méthode historique? Mais justement, cela aussi doit pouvoir se démontrer lors d'un débat. De plus, même à supposer que ce soit vrai, la méthode des révisionnistes permet-elle de faire de réelles découvertes et d'aboutir à des conclusions exactes, même si elles en contredisent d'autres? Cela aussi mérite d'être discuté lors d'une confrontation loyale, en direct. Voilà pourquoi, sous la Troisième République, les lycéens apprenaient « La libre discussion est d'absolue nécessité dans le domaine des croyances qui se démontrent et qui se discutent. » Dès lors, la question lancinante revient. Pourquoi ce précepte républicain est-il bafoué lorsqu'il s'agit du révisionnisme? N'est-ce pas précisément parce que, contrairement à ce que vous semblez croire, cher Philomon, les thèses révisionnistes ne seraient pas mises en pièces lors d'un débat? N'est-ce pas précisément parce que, loin d'enterrer les thèses révisionnistes, un débat télévisé avec les historiens et les experts permettrait au contraire de valider ces thèses? On pourra m'accuser de présomption. Mais pourquoi la seule réponse à cette proposition de débat public faite en 1988 par le professeur Forisson a-t-elle été, 2 ans plus tard, cette loi anti-révisionniste en vertu de laquelle je suis aujourd'hui condamné à 2 ans de prison ferme? Pensez-y bien, Helmut, Philomon et tous les autres, vous qui vous interrogez sur cette répression et ce refus de débattre. Bonsoir. Les thèses négationnistes. Cette solution me semble plus intelligente et plus conforme à l'état de droit, car enfermer une personne pour ses idées politiques ou historiques, ça me rappelle l'Union soviétique de Staline. L'autre abonde en ces termes. Ce délit d'opinion que condamne la loi Guessot est très contestable. Il vaudrait mieux que ces idées, pour loufoques ou nauséabondes qu'elles soient, puissent être mises en pièces dans le cadre du débat, plutôt qu'alimenter les théories complotistes en fabriquant des martyrs. C'est le bon sens même. Mais alors, pourquoi les historiens ont-ils toujours refusé le débat face à face proposé par les révisionnistes? Parce que les révisionnistes ne respecteraient pas la méthode historique? Mais justement, cela aussi doit pouvoir se démontrer lors d'un débat. Pourquoi mettre en branle la lourde machine judiciaire contre moi?
Pourquoi toutes ces plaintes, ces poursuites, ces procès? Et pourquoi cette lourde condamnation, si lourde qu'épouvantée, le procureur a immédiatement fait appel? Car enfin, ces agissements desservent ceux qui y recourent. Un lecteur du Figaro a écrit « Ce type de condamnation est totalement contre-productive. Elle nourrit ceux qui défendent les thèses négationnistes. Je suis persécuté et on me met en prison car je révélerai des informations secrètes. » Un autre ajoute « Et pour ses admirateurs, il va devenir encore plus un héros. » Le premier déclare « Un débat télévisé avec des historiens et des experts pourrait de manière définitive de plus, même à supposer que ce soit vrai. La méthode des révisionnistes permet-elle de faire de réelles découvertes et d'aboutir à des conclusions exactes, même si elles en contredisent d'autres? Cela aussi mérite d'être discuté lors d'une confrontation loyale, en direct. Voilà pourquoi, sous la Troisième République, les lycéens apprenaient « La libre discussion est d'absolue nécessité dans le domaine des croyances qui se démontrent et qui se discutent. » Dès lors, la question lancinante revient. Pourquoi ce précepte républicain est-il bafoué lorsqu'il s'agit du révisionnisme? N'est-ce pas précisément parce que, contrairement à ce que vous semblez croire, cher Philomon, les thèses révisionnistes ne seraient pas mises en pièces lors d'un civil? On brossait de moi le portrait suivant. Un déclassé qui vivote. Un raté en mal de reconnaissance. Un orgueilleux pervers qui se mire dans ses vidéos et dont le seul public est lui-même. Sur cette dernière remarque, il est vrai qu'avec moins de 2500 abonnés, je ne risque pas de faire trembler la République. D'autant plus qu'un des avocats a souligné « J'ai été déçu par les vidéos de Renoir. Je m'attendais à une argumentation plus subtile, mais son argumentation ne tient pas une seconde. » Bref, je suis un déclassé qui ne représenterait que lui-même et dont le niveau intellectuel des vidéos ne vaudrait pas un pet de lapin. Une poussière, quoi. Mais alors... de prison ferme, confiscation de tout le matériel informatique saisi, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende, de dommages et intérêts et de frais de publication judiciaire. Hier, au tribunal de Coutances, c'était l'hallali de Renoir. Fait assez rare, c'est le procureur, donc l'accusateur public, qui, jugeant la peine excessive, a interjeté appel. Il est vrai qu'à l'audience, les avocats des parties